Bonjour à tous. Bonjour Madame Gessino. Vous êtes maître de conférence en littérature comparée au CUFR, spécialisée dans les rapports entre littérature et art audiovisuel. Aujourd'hui, vous nous présentez une intervention intitulée « Le présent du passé sur petit écran, la fantaisie néo-victorienne télévisuelle ». Le sujet de cette intervention portera sur la manière dont la culture contemporaine reprend et adapte les œuvres et l'imaginaire du XIXe siècle dans les aires culturelles francophones, anglophones et slaves. Bienvenue à vous, Madame Gessino, dans ce cycle des conférences publiques du CUFR. Comme de coutume, nous consacrerons la dernière partie de l'intervention aux questions du public. Je vous laisse à présent la parole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette invitation et merci à tout le public pour la présence aujourd'hui. Alors, en réalité, il va s'agir plutôt de parler en grande partie de la culture anglophone. Je réserverai un tout petit peu de temps à la fin pour évoquer quelques séries françaises, en laissant de côté la question slave qui serait encore un gros morceau de pan audiovisuel entier qu'il faudrait évoquer dans une intervention beaucoup plus longue. Donc on va surtout parler de séries britanniques et un petit peu américaines, canadiennes, mais essentiellement anglophones. Alors, le passé, pris dans un sens très large, et je vais distinguer le passé de l'histoire, a évidemment toujours été très représenté dans les séries télévisées et le cinéma, bien évidemment, et continue de l'être. Qu'il s'agisse de l'Antiquité romaine, du Moyen-Âge, ou bien des années 1960. Donc n'importe quelle période prise dans une acception très large. Le 19e siècle a, dès le départ, a été très favorisé par la télévision et qui a pu ainsi donc puiser à l'infini dans le répertoire des chefs-d'œuvre de la littérature, ses intrigues, ses décors, etc. Alors la télévision britannique en particulier se fait toujours le réceptacle d'une certaine fascination pour l'époque victorienne en particulier, au travers de l'adaptation de romans de l'époque ou des histoires originales qui prennent pour décor la campagne anglaise et le Londres industriel de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les séries ont toujours cultivé le goût du public pour une période extrêmement prisée. Alors là où ces productions ont souvent mis en œuvre un ton assez nostalgique, dans un genre réputé et très apprécié, mais quand même quelque peu désuet, celui de la fiction historique, dont je parlerai un petit peu, les séries que l'on trouve plus récemment, c'est-à-dire depuis les années 2010, cassent les codes de la représentation de l'ère victorienne et du XIXe siècle en général. Par exemple, elles mélangent... Ça ne fonctionne pas... Très bien. Elles cassent les codes de la représentation du XIXe siècle en mélangeant, par exemple, une forme de réalisme avec de la fantaisie. Elles vont également faire preuve d'anachronisme et elles vont transgresser d'une manière générale les repères temporels et culturels associés à cette période. À tel point qu'elles peuvent être qualifiées de séries historiques certes, mais peut-être aussi uchroniques, c'est-à-dire représentant une époque victorienne tout à fait alternative. Donc il s'agit d'exposer quelques mécanismes dans ces séries télévisées dites néo-victoriennes, c'est-à-dire tout à fait contemporaines, mais qui se passent à l'époque victorienne, en particulier dans leur versant fantastique. Par exemple, 3 séries diffusées ces toutes dernières années, de 2019 à 2021, la série Carnival Row, produite par Amazon, The Regulars of Baker Street, produite par Netflix, est sorti en 2021, ainsi que The Nevers de HBO, sorti en 2021 également. Alors, ce sont des séries qu'on pourra dire à clé, presque allégoriques, tant elles possèdent plusieurs niveaux de lecture et de temporalité et parlent autant du présent que du passé. Alors, je vais d'abord faire quelques remarques génériques quand même sur la notion notamment de fiction historique et que les anglophones appellent plutôt period drama. Alors, sur la notion de fiction historique ou de period drama, quelles sont les nuances qu'on peut dégager? Alors l'appellation fiction historique, qu'il s'agisse de la télévision ou du cinéma, pose un peu problème. Elle ne traduit pas du tout l'idée qu'on trouve dans period drama, qui est l'appellation que les anglophones utilisent beaucoup plus, ou period piece, qui en fait résume tout simplement l'idée d'une représentation du passé en général.
Par exemple, l'expression period drama va désigner des productions qui racontent la grande histoire, entre guillemets, à savoir des guerres, des révolutions, des changements dynastiques. Par exemple, les séries Rome ou Les Tudors, donc des séries qui peuvent être situées dans l'Antiquité, à la fin de la République romaine ou à la Renaissance. Mais l'expression period drama désigne aussi de pure fiction qui sont tout simplement situées dans le passé et qui ont très peu à voir avec la représentation d'événements politiques majeurs de leur temps. Donc dès lors, l'expression period drama désigne des adaptations de romans venus de l'époque représentée, donc par exemple Jane Eyre, le dernier Jane Eyre en date de 2012 avec Michael Fassbender, ou alors des scénarios originaux, donc par exemple Crimson Peak de Guillermo del Toro, qui se passe à l'époque victorienne, mais qui est une histoire complètement inventée, écrite par Guillermo del Toro, ou alors des adaptations de romans historiques contemporains, donc modernes, mais situés au XIXe siècle. Donc par exemple Fingersmith, qui est un roman de Sarah Waters publié en 2002 et qui a été adapté en mini-série par la BBC. En fait, les séries historiques ou dites period drama, en particulier celles qui sont situées à l'époque victorienne, et c'est peut-être ça le privilège de cette époque, ont toujours eu assez peu pour projet de reconstituer les faits historiques majeurs. Notamment parce que la deuxième moitié du XIXe siècle est, à tort ou à raison, pensée comme une époque de grande stabilité, pour ce qui est du Royaume-Uni bien sûr, contrairement à la France qui connaît tout un tas de révolutions et de changements politiques. Donc même une série supposée raconter la grande histoire, comme Victoria, qui est une série de 2016, en réalité, il s'agit d'un biopic qui parle de l'éducation sentimentale de la jeune reine. On peut tout à fait le voir sur l'affiche, et non pas une série qui parlerait des grands événements politiques de son règne. Donc le terme period drama reflète assez efficacement cette dimension tout à fait intime et a fortiori se souciant moins des grands événements collectifs du passé. Alors le period drama, donc pris dans sa globalité, a longtemps été, que ce soit au cinéma ou à la télévision, accusé d'être un genre quelque peu désuet, voire ringard. Si on prend l'exemple de la télévision française, je pense à des séries qui viennent des années 60 comme Rocambole, grande série à succès, ou Les Compagnons GU. Ensuite, dans les années 80, adaptation de Jules Verne. Alors tout ça sous la forme de la mini-série ou du téléfilm en 3 ou 4 parties, ou alors en format de saga d'été comme Les Gens de Mogador, qui est une fiction originale. Donc là, encore une fois, pour prendre uniquement les représentations du XIXe siècle, on peut en effet constater un certain privilège du jeu théâtral, de la pause, dans le cas d'adaptation de romans, d'une certaine révérence par rapport à l'œuvre originale, un certain respect de l'auteur, et voire un côté assez kitsch, avec salle de bal, calèche et grande scène de course à cheval. Alors, pour ce qui est des scénarios originaux, finalement, là aussi, on tombe dans des archétypes assez convenus. Alors, au Royaume-Uni, le genre du heritage cinéma, notamment, mais qui s'est aussi décliné à la télévision, a désigné un ensemble de films produits dans les années 1980 et 90, qui montrent une Angleterre pré-Deuxième Guerre mondiale, toujours par le privilège de l'adaptation, mais aussi parfois par les scénarios originaux, sur un mode donc très souvent nostalgique, des ressorts très académiques dans le jeu théâtral, dans le jeu d'acteurs, qui empruntent beaucoup au théâtre, et dans la cinématographie dite de qualité. Mais depuis le début du XXIe siècle, les fictions historiques, que ce soit au cinéma, à la télévision, voire sur de multiples supports médiatiques comme la bande dessinée, le roman graphique, mais également le jeu vidéo, ont connu d'importantes mutations. Et cela concerne toutes les périodes historiques. Alors, quelques exemples de renouvellement global de ce genre qu'on peut constater, même si je me concentre ici sur la télévision, eh bien, nous avons un casting beaucoup plus divers dans les séries historiques notamment. Que ce soit motivé par le récit ou pas du tout. Donc, par exemple, dans la série Bridgerton, qui est sortie sur Netflix ces 2 dernières années, on trouve une sorte d'histoire alternative de la Régence britannique, dans laquelle les Noirs ont acquis une place similaire aux Blancs dans l'aristocratie anglaise. Et selon le créateur de la série, l'inspiration de cela est venue d'une querelle historique qui avait lieu dans les années 1940 autour de possibles origines africaines de la reine Charlotte. Mais
En réalité, tout ceci permet tout simplement d'avoir un casting beaucoup plus divers et donc de moderniser un petit peu le genre du period drama. Mais d'autres séries, donc toujours dans cette logique de diversification du casting, ne modifient en rien le récit. Par exemple, le récit dans un cas d'adaptation. Et se permet simplement de caster des acteurs d'origine diverses pour des rôles de fiction bien connus, comme par exemple dans la série Penny Dreadful, le rôle du docteur Jekyll et son alter ego Mr. Hyde, qui est joué par Shazad Latif, un acteur britannique d'origine pakistanaise. Passepartout, dans la récente série coproduction BBC France Télévisions Rayuno, mais une série tournée en anglais, le rôle de Passepartout est joué par un acteur noir. Javert et Thénardier, dans la récente mini-série de la BBC qui adapte Les Misérables, sont tous les deux également joués par des acteurs non caucasiens. Il en va de même aussi pour des personnages historiques, pas uniquement dans le cas de l'adaptation. Par exemple, dans la série, une série humoristique britannique qui s'appelle The Great, qui met en scène Catherine II de Russie, qui se passe en Russie. L'un de ses amants, Orlov, également est joué par un acteur britannique non caucasien, d'origine également sud-asiatique. Donc ce n'est qu'un exemple de la manière de moderniser un genre réputé, donc qui était réputé assez désuet, et en fait surtout de le poursuivre, de lui permettre de perdurer. Et c'est donc des séries néo-victoriennes en particulier qui va être question. Alors le néo-victorianisme en général, il faut le préciser, n'est pas uniquement un genre audiovisuel, c'est d'abord un phénomène littéraire apparu dans les années 1960. Donc il s'agissait tout simplement d'écrire des histoires situées à l'époque victorienne, mais par des auteurs modernes, des auteurs des années 1960, avec souvent un geste postmoderne et autoréflexif assez important. Et donc le néo-victorianisme, par contre, aujourd'hui est devenu quelque chose de beaucoup plus populaire et existe sur différents supports. Donc romans, bandes dessinées, jeux vidéo, films, séries, etc. C'est également un phénomène, alors si maintenant je pense uniquement aux séries télévisées, c'est également un phénomène qui se déploie dans tous les genres. On a des séries télévisées de type policier, enquête procédurale. Nous avons donc, par exemple les séries Ripper Street ou Copper ou les enquêtes de Murdoch dont je parlais tout à l'heure. On a des séries qui sont plutôt de type soap opéra ou saga familiale, voilà, situées à l'époque victorienne. Donc, par exemple, les deux dernières créations de Julian Fellows, le showrunner de Downton Abbey, donc Belgravia et The Gilded Age, ou alors le fantastique, donc, comme les séries dont je parlerai ensuite. Donc toutes ces séries ont pour point commun d'être des créations originales et contemporaines, même si, bien évidemment, elles entretiennent un lien très fort avec des références venues de la littérature britannique du XIXe siècle. Alors, je prends d'abord des exemples venus de séries néo-victoriennes non fantastiques, mais donc justement plutôt policières, pour éclairer la manière dont ces séries créent un jeu de manière assez créative, notamment avec la dimension historique de l'époque victorienne. Alors je prends l'exemple de la série L'Aliéniste, The Alienist. Série donc produite et sortie sur Netflix en 2018 et qui est tirée d'une série de romans de Caleb Carr. Alors dans cette série, donc on est à New York en 1896 et nous retrouvons le personnage de Theodore Roosevelt, mais bien avant qu'il ne soit le 26e président des États-Unis, mais il est à l'époque patron de la police de New York, le NYPD. Alors, un jeune psychiatre d'origine hongroise est recruté et sollicité par Roosevelt pour enquêter sur une série de meurtres commis sur des garçons prostitués dans une ville qui connaît alors d'énormes problèmes d'explosion urbaine, de santé publique, de corruption des élites, etc. Et donc de manière typiquement néo-victorienne, vous avez un personnage historique, réel, mais qui est totalement déplacé de son contexte et auquel on donne une histoire originale. On y retrouve donc les thèmes typiques de la psychiatrie, de l'urbanité et du meurtre en série. Toute série néo-victorienne, en effet, est tout à fait hantée par la figure de Jack l'Éventreur. L'autre série que je donne en exemple pour ce qui est du genre policier est beaucoup plus légère, relevant de ce qu'on appelle le cozy criminal, c'est-à-dire le format policier beaucoup plus familial, formulaire, avec un mort par épisode, etc. Il s'agit de la série canadienne Les Enquêtes de Murdoch.
qui se déroule à Toronto et dans laquelle un brillant détective rencontre au fil des épisodes de multiples personnalités historiques de son temps, d'Arthur Conan Doyle à Freud, en passant par Henry Ford, Emma Goldman ou Mark Twain. Tous ces personnages participent aux enquêtes menées par Murdoch, qu'ils soient témoins, victimes ou accusés. Le côté très anachronique de la série, elle a notamment accueilli plusieurs guest stars canadiennes pour jouer ces rôles de personnages historiques, dont l'ancien Premier ministre canadien Stephen Harper, et donc ce ton très humoristique également, hein, dans la suggestion notamment que toutes ces personnalités se croisaient à Toronto à l'époque, pour une ville qui était en réalité assez provinciale. Hein. Donc ces deux dimensions font évidemment partie du succès de la série, dont la formule reste très inchangée depuis 2008. Avec ces deux exemples, on voit que le néo-victorianisme ne se confine absolument pas à l'insularité britannique. On en trouve des variations donc américaines, canadiennes, également australiennes, néo-zélandaises, etc. Alors le terme néo-victorien pourrait être ici débattu, mais en réalité, les spécialistes de la question ont tranché en disant qu'il n'y a pas de terme équivalent pour dire néo-19e siècle, hein, ou un autre terme qui ferait voir ces caractéristiques communes. Alors, pour ce qui est des séries néo-victoriennes ou de fantasy, donc qui est beaucoup plus l'objet sur lequel je veux développer. Alors, beaucoup de ces séries néo-victoriennes peuvent être, sous certains aspects, qualifiées de gaslamp fantasy, donc fantasy du réverbère, hein, ou gaslight fantasy, donc sous-genre de la fantasy, sous-genre du néo-victorianisme, et qui possède en réalité des définitions assez diverses, et même parfois un peu contradictoires. Donc fantaisie du réverbère, évidemment, en renvoyant à l'éclairage au bec de gaz, hein, qui produit une lumière particulière et qui, encore une fois, fait penser à l'univers nocturne et dangereux hanté par Jack l'Éventreur. Alors parfois, le terme la gaslamp fantasy renvoie à un univers victorien alternatif dans lequel la magie a le droit de citer. Et tantôt, le terme désigne plutôt un mélange d'enquêtes policières et d'éléments surnaturels qui se passent à l'époque victorienne. En réalité, cette instabilité même de la définition entre fans du genre permet d'aborder plusieurs pans de cette hybridation générale que crée le néo-victorianisme. Alors, des productions des années 2010 et 2020, par exemple The Frankenstein Chronicles, Penny Dreadful, ou encore plus récemment la série The Nevers, mettent bien en avant la représentation d'un mélange d'histoire alternative et de science, le scientisme victorien, avec des termes comme l'expérimentation médicale, la psychiatrie, l'égyptologie, les expéditions coloniales, en y amalgamant des motifs résolument contemporains. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la fantaisie néo-victorienne, parce qu'elle représente des mondes victoriens alternatifs, rend en réalité apparente la versatilité extrême de l'époque victorienne elle-même, en tant que représentation totalement imaginaire du passé. En fait, le terme victorien est bien ce qu'on appelle un chrononyme, comme l'âge élisabétain, la Belle Époque ou les années folles. C'est-à-dire, on renvoie à des morceaux de temps qui sont en grande partie modelés par notre contemporain et ses projections sur des découpages temporels qui sont pour le moins arbitraires. À tel point, donc, bien évidemment, que ces séries en disent autant sur le présent que sur le passé. Et elles le font par deux moyens. Le premier, c'est par une sorte d'aspect donc très métafictionnel, c'est-à-dire qu'elles disent des choses sur la fiction elle-même, en utilisant la fantaisie pour interroger la place qu'occupe le passé aujourd'hui. La deuxième, par un mode très allégorique, en utilisant les stéréotypes de la fantaisie pour questionner des problématiques sociales très contemporaines, jusqu'à en fait entreprendre une forme de version très inclusive du XIXe siècle, peut-être même à réparer le XIXe siècle. Alors, premier moyen, donc, c'est ce qu'on appelle la transfictionnalité. Beaucoup de ces séries, en fait, emploient un procédé que Richard Stringely appelle la transfictionnalité, c'est-à-dire comment les personnages peuvent très souvent migrer hors de leur œuvre d'origine. L'exemple typique de la transfictionnalité, c'est tout ce qui relève dans le cinéma blockbuster de ce qu'on appelle le crossover. Par exemple, un film de 1963 comme King Kong versus Godzilla, c'est de la transfictionnalité. Ou alors la bande dessinée La Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore et Kevin O'Neill, qui se passe à l'époque victorienne, qui réunit donc entre autres le Dr Jekyll, Mina Murray du roman Dracula et le Capitaine Nemo.
Alors, et Dracula. Alors, la série Penny Dreadful, donc série néo-victorienne, série en 3 saisons, diffusée de 2014 à 2017, met en scène une équipe de chasseurs de démons, et autour de 3 personnages originaux, donc qui sont inventés par la série, nous avons Miss Ives, Malcolm Murray et Ethan Chandler, gravitent des personnages issus de la littérature britannique. Nous avons le docteur Frankenstein et bien sûr sa créature, du roman de Mary Shelley, le docteur Jekyll et son alter ego Mr. Hyde, du récit de Robert Louis Stevenson. Nous avons Van Helsing, Abraham Van Helsing, le spécialiste en vampirologie venu du roman Dracula de Bram Stoker, et Dorian Gray, le fameux être qui ne vieillit jamais du roman d'Oscar Wilde. Et tous ces personnages sont tour à tour recrutés pour participer à la lutte contre les créatures maléfiques qui menacent Londres, dont le terrifiant Dracula. Alors cette logique de transgression entre les frontières des œuvres se retrouve aussi dans une série comme The Frankenstein Chronicles, qui va mélanger donc, biofiction et personnages fictifs, c'est-à-dire des personnages réels et des personnages fictifs. Alors je m'attarde un petit peu sur cette série pour montrer que la transfictionnalité, et donc ce côté a priori très ludique, peuvent en fait paradoxalement nous amener vers une forme de savoir, aussi bien sur le 19e siècle que sur des sujets plus contemporains. Alors The Frankenstein Chronicles est une série produite par ITV, diffusée entre 2018 et 2020, en 2 saisons. Le héros de cette série n'est pas le docteur Frankenstein, ce n'est pas non plus sa créature, c'est un inspecteur de la brigade fluviale de Londres, du nom de John Marlotte, et il découvre un jour un cadavre qui s'avère avoir été composé de morceaux de 8 corps différents. À cette époque, sévissent encore les voleurs de cadavres qui alimentent les facultés de médecine, ce qu'on appelle les body snatchers. Tout à fait historique comme fait. Donc l'enquête que Marlotte va mener sur ces meurtres sordides va l'amener à rencontrer des personnalités historiques comme Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, mais aussi l'écrivain William Blake, l'écrivain Charles Dickens, avant qu'il ne devienne Charles Dickens, en fait, du temps où il était journaliste, et Sir Robert Peel, le créateur de Scotland Yard, des fameux Bobbies. À la fin de la première saison, un twist survient, que je ne vais évidemment pas divulgacher, mais qui vient actualiser l'écho du titre de la série au roman Frankenstein. Donc c'est un mélange de fantastique, de biofiction, de clin d'œil à Frankenstein, mais sans en être une adaptation, de chronique historique, comme le titre l'indique, et de transfictionnalité. Alors, The Frankenstein Chronicles met également en scène un héros à l'âme torturée par la culpabilité d'avoir transmis la syphilis à sa femme et à sa fille qui en sont décédées. Le personnage est donc à la fois hanté par les fantômes de son passé et par les meurtres qu'il doit résoudre. Il est happé par les débats de société auxquels il assiste, au sujet donc, du statut légal du cadavre en Angleterre, et qui ne parvient pas immédiatement à relier aux événements sanglants qui agitent Londres. Donc la série fait des liens entre des événements criminels totalement fictifs et l'importance des évolutions médicales, sociales et religieuses de l'époque, à travers le passage d'une loi votée au Parlement à cette époque, celle de l'Anatomy Act, censée réguler le problème des trafics de cadavres, en mettant en fait les corps non réclamés, ceux des indigents, à disposition des facultés de médecine. Et c'est en cela que cette série met en œuvre une sorte de micro-histoire. Elle croise changement politique, religieux, institutionnalisation de la médecine, thème prométhéen, donc porté par Mary Shelley et d'autres voix de l'époque. Et donc toutes ces voix s'entrecroisent pour incarner une forme d'expérimentation profonde à l'œuvre dans cette société en mutation. Le seul nom de Frankenstein, bien évidemment, évoque un imaginaire extrêmement puissant. Bien d'autres séries néo-victoriennes procèdent de la sorte. Le nom du personnage, Frankenstein en l'occurrence, ayant acquis un statut quasi mythologique, est repris en titre. Il donne lieu donc non pas à une adaptation, mais à une réactualisation tout à fait décomplexée. Et ce sont des personnages que l'on peut dire out of copyright, tombés dans le domaine public. Sherlock Holmes, Jekyll et Hyde, Dracula font toujours l'objet d'innombrables reprises. Ici, non pas des adaptations, mais des reprises selon différentes stratégies. Par exemple, la transposition dans un contexte moderne. Par exemple, la série Sherlock ou la série Jekyll, toutes les deux créées par le duo Mark Gatiss et Steven Moffat, qui se passe dans le Londres contemporain, enfin des caméras de surveillance, du numérique, etc.
Donc le terme journalistique de Brit-Lit spin-off, le recyclage permanent de la littérature britannique, pour évoquer une telle entreprise, a été utilisé par la presse culturelle pour souligner la proposition inhérente de toutes ces séries, explorer la place de ces personnages dans notre culture actuelle. Et j'ajoute que ces pratiques sont bien évidemment très communes dans la culture populaire actuelle. Les franchises Marvel ou DC Comics fonctionnent bien évidemment sur ces principes de transfictionnalité généralisée. Enfin, donc, à propos de cette série, de Frankenstein Chronicles, Frankenstein est aussi, bien évidemment, le symbole d'autre chose, du post-humain, thème contemporain extrêmement important. Celui de la réflexion sur les limites physiques de l'être, le corps augmenté, les expérimentations sur le corps et l'intelligence artificielle, ainsi que la procréation à l'aide de toutes les biotechnologies possibles. Donc en situant le récit de Shelley dans un autre univers, et je rappelle que le roman de Mary Shelley ne se passe pas du tout en Angleterre, mais en Allemagne et en Autriche, donc avec anachronisme et transgression narrative, tout en faisant paradoxalement une grande place au débat réel de l'époque sur l'Anatomy Act, finalement la série semble aussi offrir une sorte de généalogie des débats qu'on dirait aujourd'hui bioéthiques, et en montrant que ceux-là sont toujours influencés par de très multiples facteurs, y compris imaginaires, et fictionnels au sens large, les faits divers, la littérature, la fiction. Et donc, deuxième type de procédé mis en œuvre par les séries néo-victoriennes pour nous parler du présent, c'est le dispositif que j'appellerais allégorique. Des séries à clé et inclusives. Alors, je m'appuie ici en particulier sur une série très récente, intitulée Carnival Row, sur un scénario de René Echevarria, donc tout à fait original. Alors, donc produite par Amazon, sortie en 2019, n'ayant pour l'instant connu qu'une seule saison, cette série a pour thème les relations difficiles entre un peuple de créatures magiques et celui des humains. Donc nous sommes ici dans la fantasy. À la suite d'une guerre perdue par une alliance entre Tir Nanok, un monde de créatures magiques très tolkienien, et Burg, une république humaine, mais qui ressemble énormément à l'Angleterre du XIXe siècle. Donc, alliance perdue face au pacte, un ordre humain ennemi, de nombreux êtres magiques de Tir Nanok sont contraints de fuir vers la république de Burg et ils deviennent des réfugiés. Dans cette société proto-victorienne, ces réfugiés sont désignés péjorativement comme des critch, faisant souvent figure de boucs émissaires. On retrouve parmi eux des fées, des pox, des loups-garous, des kobolds. Alors les inspirations mythologiques de cette série sont très diverses, entre folklore celtique, latin, germanique. Un inspecteur de police, Philo, qui est joué par Orlando Bloom, tente d'élucider une série de meurtres commis sur certains de ces êtres dans les environs de la rue nommée Carnival Row, dans le quartier ghetto où sont parqués bon nombre d'êtres magiques. Il va y retrouver Vignette, Cara Delevingne, une jeune fée qui est tout juste débarquée à Burg. Burg est également secoué par des luttes intenses qui se déroulent au Parlement, les partisans d'une ligne politique très dure envers les Critch et ceux prônant une plus grande tolérance s'affrontent âprement sur fond de machinations politiques assez shakespeariennes. Au départ, la série marque une distinction visuelle très forte entre deux univers. L'un qui relève de la fantaisie traditionnelle, encore une fois assez tolkienien, situé dans un univers assez bucolique, fait de cimes, de montagnes, avec des fées vêtues comme des sherpas, et de l'autre côté, un univers victorien alternatif. Les premières images montrent ainsi des fées courir à travers les forêts sauvages de Tir Nanok, et quelques minutes plus tard, on voit la République de Burg, vers lequel on fuit les fées persécutées, qui relève d'un décor totalement opposé, débordant de calèches et de passants, on voit un métro aérien qui crache de la vapeur, donc beaucoup plus technologique. La suite du pilote, donc du premier épisode, va compléter cette exposition en montrant une séquence qui se déroule à la chancellerie, sorte de réplique de la Chambre des Lords anglaise, appelée Belfair Hall, où tous les hommes sont habillés en noir, et puis enfin plusieurs scènes situées dans des intérieurs aristocratiques, dans lesquels les femmes sont vêtues de robes à crinoline, et tout cela évoque très clairement l'univers londonien de la deuxième moitié du XIXe siècle. La série montre en effet la majorité de Burg réduire progressivement les droits des Critch, souvent réduits à la pauvreté et contraints de survivre dans le quartier ghetto de Carnival Row où sont commis les meurtres. La géographie et l'organisation sociale de Burg imitent à l'évidence les relations de pouvoir
que l'on connaît au XIXe siècle, avec à la fois de manière interne à l'Empire britannique, parce que Burgh représente des classes sociales très divisées, et externe, avec des rapports entre colonisateurs et colonisés fondateurs pour l'étau de cette communauté de personnages. Et donc la série montre à travers plusieurs flashbacks une histoire d'amour entre humains et fées, c'est-à-dire entre Philo et Vignette, dans un Tirnanoc alors déchiré par la guerre, en reprenant très clairement des motifs de l'histoire d'amour coloniale, comme celle de John Smith et Pocahontas. Alors en fait, bien évidemment, derrière cette division entre humain et être magique, Carnival Row ne dissimule qu'à peine une critique contemporaine du racisme, de la misogynie et de l'homophobie. L'une des critiques des intrigues de la série tourne ainsi autour de la relation interespèce qui se développe entre Imogen, issue humaine d'un milieu aristocratique, quoique ruiné, et un Puck, on voit donc sur l'image, Agrius, ce qui crée un scandale. Alors, cette intrigue évoque l'époque victorienne, division sociale, place des femmes de l'époque, nouveau riche et montée de la bourgeoisie industrielle. À un moment donné, Imogen, en rébellion par rapport à son frère, s'écrit « Nous sommes au 7e siècle ». La série fait donc de l'émancipation d'Imogen et du sort réservé à Agrius une intrigue pourvue également d'un sous-texte antiraciste. En effet, Carnival Row fait usage de cette hybridation du victorien, de la féerie et du gothique également, à des fins de critique sociale, et très clairement en faisant allusion à un mouvement, celui des Black Lives Matter. Si on peut voir à l'écran des êtres aussi divers que des kobolds germaniques, des faunes, des trolls nordiques, des fées celtiques, des loups-garous d'Europe centrale, qui jouent tous le rôle de minorité, le pilote oriente totalement l'analogie entre cette histoire et le racisme structurel envers les fées, donc envers les noirs. Les premières scènes montrent ainsi Vignette rejoindre un bateau de réfugiés de Tirnanoc et descendre dans une cale insalubre dans laquelle s'entassent des êtres magiques. Et donc cette scène fait référence au commerce triangulaire. Juste après, une scène va montrer des policiers de Burgh, qui ressemblent beaucoup à des bobbies de Londres, faire du profilage, c'est-à-dire cibler plusieurs créatures magiques. Donc les Critch vont devenir l'objet de contrôle et de violence policière dans les rues de Burgh, et donc la juxtaposition entre ces deux scènes, celle qui montre une cale, donc qui fait référence au commerce triangulaire, et celle faisant référence au profilage, il me semble, donc on revient totalement vers cette allégorie des Black Lives Matter. Cependant, on peut y voir quand même une allégorie qui est dirigée vers d'autres formes de rejet, notamment les vagues de xénophobie et d'islamophobie qui se sont déployées en Europe suite aux afflux de réfugiés fuyant les conflits du Moyen-Orient pendant toute la décennie 2010. Parce que la série fait plusieurs fois référence à l'altérité religieuse et culturelle des fées. Les habitants de Burgh, surtout au Parlement, débattent ainsi à l'infini de la possible intégration dans la cité d'accueil de ces êtres en fonction de leurs supposées croyances et coutumes qui seraient totalement insolubles à la République de Burgh. D'autre part, une reprise de certains éléments rhétoriques communs aux stéréotypes associés au discours queer, donc LGBTQ+, est souvent à l'œuvre dans les dialogues et la manière qu'ont les êtres magiques de vivre leurs identités dans Carnival Row. Ainsi, le personnage de Darius, soldat de l'Alliance et meilleur ami de Philo, se révèle être secrètement un loup-garou, personne ne le sait. Et tout un dialogue qui intervient dans l'épisode 3 entre lui et Philo est très clairement construit en référence au trope du coming out. Donc le gothique féerique de Carnival Row est à remettre totalement en lien avec une constellation de discours très généralement liés à la découverte de la sexualité chez les adolescents, qui sont vraiment extrêmement communs dans l'univers des fans de la fantasy. D'ailleurs, les fans en général sont très conscients de ce qu'on appelle le queer coding, c'est-à-dire l'appropriation et le détournement de récits queer que l'on trouve beaucoup dans ces fictions, c'est-à-dire le fait de telle créature magique et qui voudrait à telle identité de genre ou orientation sexuelle. Donc on le voit, cette série, mais beaucoup d'autres en réalité, fait feu de tout bois pour livrer une sorte de critique très intersectionnelle des rapports sociaux. Bien d'autres séries néo-victoriennes utilisent également le mash-up, le crossover, l'hybridation et le mélange entre plusieurs nuances de la fantasy pour réaliser un projet adressé aux problématiques de l'inclusion. Nombreuses minorités raciales castées, sororité et thématiques de l'empathie et du care sont ainsi au cœur de séries comme The Irregulars et The Nevers.
Alors dans The Nevers, donc dernière création de Joss Whedon, qui est le créateur de Buffy contre les vampires entre autres, nous sommes à Londres en 1896 et plusieurs femmes commencent à développer des dons ou des particularités physiques très étranges. Elles sont appelées les touchées et elles sont perçues comme des menaces à l'ordre social victorien. Les deux héroïnes, Amalia et Penance, arpentent Londres pour accueillir d'autres touchés et former un refuge. Ces femmes finissent par former une véritable sororité aux membres très dissemblables, cette diversité tenant à des capacités variables, parmi lesquelles un don de chant particulier, un talent hors du commun à créer des artefacts technologiques, un don de prophétie ou celui de parler des centaines de langues. Donc cette série met en scène une forme de communauté féminine très diverse, mais où se manifeste une certaine éthique qu'on pourrait dire du care. Ces femmes prennent soin les unes des autres et elles vont s'opposer aux autres groupes qui leur sont hostiles, organisés en clubs et fraternités très masculines, parmi lesquels donc, le pouvoir politique, notamment donc, un gentleman's club dirigé par un lord qui est pétri de haine envers ses touchés, ainsi qu'un lieu de débauche mené par un libertin qui lui tente d'exploiter sexuellement ces femmes marginalisées. Donc on le voit, la Victoriana, télévisuelle notamment, est un amalgame de plusieurs 19e siècles, certains apparaissant bien plus inclusifs que l'époque réelle, et d'autres projetant au contraire les angoisses du futur sur ce passé totalement recréé et remodelé. Ce sont donc des séries à clé qui évoquent les problématiques publiques contemporaines, nos inquiétudes sur l'avenir, en retraçant leurs origines tout en les transposant dans un décor révolu. Les séries néo-victoriennes autorisent un voyage dans une littérature et un imaginaire social composite du XIXe siècle, et ce composite étant tout à fait surdéterminé par beaucoup de métaphores, notamment celle du corps recomposé de Frankenstein. Et en guise de conclusion, j'aimerais mentionner quelques cas de séries françaises qui se livrent à des mécanismes peut-être similaires dans leur manière de jouer un petit peu avec le XIXe siècle, d'essayer de déringardiser ce genre de la fiction historique. Alors certes, quantitativement beaucoup moins importante, et n'utilisant pas tellement le genre de la fantasy, des productions comme Maison Close, production de Canal+, Bazar de la Charité, production de TF1, ou bien encore Paris Police 1900, là aussi Canal+, et Lupin également, hein, qui transpose, qui joue avec la littérature, un archétype de la littérature du XIXe siècle. Donc ces séries mettent en œuvre quand même des formes de renversement de cette image très glamour de la Belle Époque, et en montrent au contraire le côté à la fois grinçant, beaucoup plus sombre, plein de problématiques sociales, notamment féminines, mais en même temps beaucoup plus proche de nous, sans avoir peur donc des anachronismes et d'utiliser tous les ressorts actuels de la fiction. Et donc toutes ces séries, qu'elles soient françaises ou britanniques, nous disent non pas tant bien évidemment quelque chose du XIXe siècle, mais de notre conception en général de ce que c'est que faire époque, et comment ce phénomène engage forcément des allers-retours entre les passés, au pluriel, et les possibles de nos sociétés à imaginer. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie de dialoguer avec vous dans ce temps d'échange. Merci.